Bonjour, bienvenue dans ce webinaire Soutenir la scolarisation d'un patient autiste en tant que libéral. Que vous soyez orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute, psychologue, éducateur ou orthopédagogue, je vais tenter de vous donner quelques clés. Je suis Camille Schneider, je suis professeure ressources TSA à l'Académie de Paris, détachée au CRAIF. Donc, je vais d'abord vous identifier les attentes de l'école, que ce soit le programme scolaire, les compétences être élève, une journée d'élèves, toutes les réunions d'équipes de suivi de scolarisation, d'équipes éducatives, le document GEVASCO et d'un point de vue éducation nationale, les attentes par rapport à un accompagnateur et un éducateur. Dans un deuxième point, je vais vous passer des témoignages d'orthophonistes, psychomotriciens et psychologues sur ce qu'elles mettent en place pendant les séances pour aider les élèves. Et enfin, comment améliorer cette collaboration avec l'école, que ce soit au primaire ou au secondaire. Le renseignement est très lié au programme scolaire. Et donc, quand il y a un élève avec un trouble du neurodéveloppement ou un élève autiste dans la classe, c'est très difficile pour eux de se dire que cet élève, ils vont devoir lui faire acquérir des compétences, mais qui ne sont pas exactement celles qui sont inscrites dans les programmes scolaires. Donc, par exemple, cycle 1, c'est ce qui correspond à la maternelle. Dans mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, donc voilà, je vous ai mis le lien pour accéder au programme. Il y a écrit l'élève doit communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage en se faisant comprendre. Voilà, premier point qui pourrait poser problème, et il y en a bien d'autres. Un enseignant qui se dit cet enfant est non-verbal, donc il n'y a pas de langage, et donc je ne pourrais jamais lui apprendre à communiquer avec les adultes. Et donc lui, il va partir de ce postulat que ce n'est pas possible parce qu'il ne peut pas aider cet élève à faire des acquisitions qui sont dans le programme scolaire. Du coup, voilà, vous anticipez déjà le travail à faire par rapport à la mode de communication alternatif. Un deuxième exemple, dans Explorer le monde du vivant, page 9 de ce programme scolaire de maternelle, par exemple, il y a situé et nommé les différentes parties du corps humain sur soi ou sur une représentation. Là, vous voyez, un psychomotricien va tout de suite se dire pourquoi pas, je peux travailler ça avec lui si c'est une attente de l'école et si c'est possible avec des adaptations, peut-être avec un mode de communication différent, peut-être avec du matériel différent. Dans le programme de cycle 2, c'est-à-dire CP, CE1, CE2, il y a aussi en français la première maîtrise de la langue orale permet aux élèves d'être actifs dans les échanges verbaux, de s'exprimer, d'écouter, en cherchant à comprendre les apports des pairs, les messages et les textes entendus, de réagir en formulant un point de vue ou une proposition, en acquiesçant ou en contestant. Si vous avez des enfants de 7 ou 8 ans en séance parmi vos patients, vous voyez toute la difficulté d'arriver à cette compétence. Et pourtant, bien entendu, il y a de quoi travailler en séance et à l'école. L'enseignant, avec quelques adaptations, peut valider ces compétences. Il y a déjà des adaptations du programme scolaire qui ont été réfléchies. Et donc, voici la liste des compétences qui est détaillée. Je l'ai stockée sur le site du CRAIF dans un onglet qui s'appelle Outils d'aide à la scolarité. Donc, c'est la liste des compétences que l'on trouve sur Internet, sur le programme scolaire de maternelle, mais qui sont beaucoup détaillées et entre autres devenir élève, par exemple, qui n'existe plus dans les nouveaux programmes, mais qui a besoin d'avoir un travail spécifique. C'est un travail spécifique avec les enfants autistes. Et puis, par exemple, dans mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, toute l'adaptation avec un mode de communication alternatif ou augmentatif. Donc, par exemple, faire des demandes avec le classeur PEX ou alors faire des demandes avec des gestes. Voilà. Toutes ces compétences qui sont détaillées et qui sont déjà adaptées à un élève qui n'aurait pas, par exemple, le langage suffisant pour correspondent au programme scolaire des enseignants. Pour le cycle 2, donc CP, CE1, CE2, et Formavision a fait la même chose, le curriculum des UEA. Là, c'est pareil, vous le trouvez gratuitement sur Internet et vous avez la liste des compétences détaillées par rapport au cycle 2. Ces outils, vous pouvez aussi les transmettre à l'enseignant parce qu'ils ne sont pas forcément au courant de leur existence. Voici pour les programmes scolaires. Et puis, nous allons passer à une journée d'école, voilà, que j'ai essayé de vous symboliser par tout ce bazar et cette agitation. Vous pouvez voir un peu
quand l'élève reste toute la journée à l'école, le nombre d'interlocuteurs auxquels il a affaire, le nombre de stimulations sensorielles, d'injonctions, de consignes de toutes parts, et le nombre de lieux qu'il fréquente, ne serait-ce que dans une école maternelle avec des ASEM, des enseignants, des animateurs à midi, et tout un tas de lieux. Tout de suite, on se rend compte quand un enseignant dit à un paramédical, bah oui, vous c'est facile, hein, vous êtes en séance en individuel avec cet enfant, il est dans un endroit un peu préservé de tout ça, préservé de l'école. Ça permet aussi pour vous de vous rendre compte du témoignage des enseignants sur la difficulté qu'ils rencontrent avec un élève qui subit tout ça, et qui est donc dans un état différent qu'en séance en individuel avec vous. Alors, il y a plusieurs types de réunions qui peuvent avoir lieu à l'école. Donc, il y en a une qui est possible toute l'année, qui est à la demande des parents ou à la demande de l'équipe éducative, donc c'est-à-dire à la demande de l'équipe de l'école. Ça s'appelle la réunion de l'équipe éducative. Donc, ça se passe avec le directeur de l'école, l'enseignant, la famille, et puis tout ce qu'on appelle le réseau d'aide à la scolarisation, le RASED, donc la psychologue scolaire, les enseignants spécialisés qui prennent les enfants en difficulté sur des petits temps, en petits groupes. Il y a aussi souvent le responsable du périscolaire, c'est-à-dire du temps de la cantine, souvent des moments où ça ne se passe pas très très bien, et puis quelquefois le médecin scolaire quand il y en a un. Donc, ces réunions d'équipe éducative, ce ne sont pas forcément des enfants avec une reconnaissance de handicap pour lesquels il y a ces réunions. Et puis, quand l'enfant a une reconnaissance de handicap, bien entendu, il peut aussi y avoir cette réunion d'équipe éducative. Et donc, dans cette réunion, il va y avoir des propositions de prise en charge. Et c'est là que peut-être la famille va entendre pour la première fois l'idée d'aller en consultation chez un paramédical. Voici le témoignage de Karima, qui est directrice d'école. Au sein même de l'école, il y a un certain nombre d'évaluations qui sont faites, d'observations. Puis nous faisons intervenir nos premiers partenaires qui sont les professeurs ressources et surtout le RASED, qui va formuler un certain nombre de pistes, d'hypothèses. Ensuite, en tant que directrice, je réunis une équipe éducative. Nous faisons part de nos échanges entre professionnels aux parents des enfants. Nous leur proposons des orientations et des prises en charge. C'est à ce moment-là que nous indiquons aux familles que nous pensons qu'il est souhaitable et bénéfique de faire bilanter, de faire évaluer leur enfant par un professionnel paramédical. Il revient aux parents de prendre contact avec ces personnels et après le bilan ou l'évaluation, le professionnel décidera ou non d'un suivi, d'une prise en charge pérenne sur le temps. Voilà, donc cette première réunion équipe éducative. Et puis, il y a une deuxième réunion qui peut avoir lieu si l'enfant est reconnu par la MDPH tous les ans. L'équipe de suivi de scolarisation doit se réunir. Et donc là, c'est l'enseignante référente des enfants en situation de handicap, l'ERZE, qui doit réunir cette équipe de suivi de scolarisation. Donc, il y a la famille, naturellement, l'enseignant, du coup, l'AESH, s'il y en a une, directeur, directrice d'école, médecin scolaire, psychologue scolaire. Et du coup, souvent, il y a présent des membres du CESAD, s'il y a un accompagnement CESAD, ou du CMP, et des paramédicaux sont conviés à venir à cette réunion. Pour vous résumer comment on arrive à cette réunion d'équipe de suivi de scolarisation, en premier temps, il y a une équipe éducative, donc celle qu'on a vue précédemment, qui rédige un GBASCO, première demande. Donc, ce document, je vais vous faire découvrir après. Ce document va être transmis à l'enseignant référent, qui n'était pas présent lors de la première équipe éducative. Et cet enseignant référent va le transmettre à la MDPH, qui aura une commission et donc qui va rédiger ou pas un projet personnalisé de scolarisation, un PPS, mais peu importe parce que même s'il n'y a pas de rédaction du PPS, la MDPH va rédiger des notifications. Donc, par exemple, s'il y a une demande d'AESH, une demande d'aménagement du temps scolaire, une demande de prise en charge sur le temps scolaire ou sur le temps périscolaire, etc. Et donc, il va y avoir ce document, ces notifications qui vont arriver chez la famille. Et les années suivantes, tous les ans, il y a à minima une réunion de l'équipe de suivi de scolarisation. Une fois par an, donc l'enseignante référente convoque cette réunion.
Donc voilà le témoignage de Stéphanie, qui est RZ, et qui donc explique pourquoi il est vraiment intéressant d'avoir un retour des paramédicaux pour cette réunion. Lorsqu'un psychologue, un psychomote ou un orthophoniste est présent en ESS, j'attends de lui qu'il explique les particularités relationnelles, sensorielles et cognitives de l'enfant, puis qu'il donne ses préconisations. J'attendais aussi qu'il détaille les stratégies et les outils à mettre en place, que ce soit en classe ou en récréation, afin que je les note dans le GVASCO, sachant qu'en fait, la récréation est aussi un moment très important pour les élèves TSA et que par rapport à leurs difficultés, en tout cas à leurs particularités sensorielles, ils ont réellement besoin qu'on puisse réfléchir à comment ça se passe pour eux dans les différents lieux de l'école. Lorsque les professionnels en libéral ne peuvent pas être présents, j'attends d'eux qu'ils donnent leurs préconisations par écrit aux parents. C'est extrêmement important que tout puisse être noté dans le GVASCO, qui est un document qui fait référence et auquel les professionnels se réfèrent. Et puis, je pense que c'est le moment, alors s'ils ne sont pas là, bien évidemment, il faut que leur écrit soit très précis, aussi au niveau pédagogique, c'est-à-dire si on peut utiliser des codes couleurs, si au niveau de l'organisation, on doit faire un classeur avec code couleur, toute la classification qui soit bien précise pour aider l'élève qui a un trouble TSA. Voilà, donc souvent, étant donné qu'il n'y a pas de rédaction de PPS, c'est le GVASCO qui est utile pour les équipes au collège ou à l'école ou au lycée. C'est important, cette histoire d'aménagement, parce que c'est vraiment ce document qui va partir, le GVASCO, qui va partir à la MDPH. Et si ce n'est pas notifié par la MDPH, les élèves se retrouvent en difficulté. Alors, c'est surtout vrai pour le brevet, pour le bac. Par exemple, les aménagements du grand oral qui pose un problème récurrent pour ces enfants avec autisme. C'est important que ça ait été notifié tout au long de l'année. Ce sont les adaptations de l'année qui sont notifiées, qui vont être utilisées pour la période d'examen. Donc, c'est vraiment important. Je vous rappelle aussi que l'enseignante référente, l'RZ, ne voit jamais l'enfant. Elle est en contact avec la famille, souvent par téléphone, et elle la voit lors de cette réunion d'équipe de suivi de scolarisation, mais cette personne ne voit jamais l'enfant et les personnes de la MDPH ne voient pas non plus l'enfant. Donc, il n'y a que ces documents, cette retranscription des difficultés et des aménagements qui est proposé pendant la réunion d'équipe de suivi de scolarisation qui aident à la décision des notifications par la MDPH. Donc voilà le GVASCO. J'ai coupé les lignes de droite qui sont les observations et qui sont très très importantes parce que si on s'arrête juste à cocher des cases ABCD, effectivement, on manque énormément de précision pour pouvoir penser à adaptation et aménagement. Bien entendu, ce document, c'est la base, mais tout document annexe, c'est-à-dire vos comptes rendus, par exemple, ou même une feuille de préconisation, va être vraiment la bienvenue, tout ce qui peut étayer et tout ce qui peut aider la MDPH à prendre des décisions sur les notifications. Également, le directeur de l'école va garder ce GVASCO. Toutes les personnes présentes lors de la réunion de SS ont accès au GVASCO, puisqu'ils étaient présents. Et puis, l'enseignant de l'année d'après, s'il veut y avoir accès, la famille doit donner son accord, puisque ça lui appartient. Et du coup, l'enseignant, plus il y aura de documents annexes à ce GVASCO, plus l'enseignant de l'année d'après va pouvoir tout de suite avoir les préconisations directement visibles dans ce document. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez intervenir sur le temps scolaire? Eh bien oui. Il y a des documents qui sont différents suivant les académies, même quelquefois suivant le département dans lequel est scolarisé l'élève. Mais de toute façon, il y a des conventions. Et donc, vous devez signer une convention avec l'école ou avec l'établissement, donc au collège ou au lycée, pour pouvoir intervenir sur un temps. Intervenir ou observer un élève, un ergothérapeute peut très bien demander une autorisation pour venir 3 fois dans l'année pour voir les aménagements en classe, par exemple. Donc, une fois cette convention signée, il y a vraiment un horaire auquel vous devez venir. Voilà, ça doit être régulier. Et donc, il y a une case normalement, soit pour des paramédicaux qui sont dans un CESAD ou qui sont dans une association, et ou alors pour des paramédicaux en libéraux. Voilà.
Donc, il y a des cases assignées. Là, l'exemple que je vous présente, c'est celui de l'Académie de Paris, qui est actuellement en service là, depuis la rentrée 2023. Le fonctionnement dépend un peu du département, dépend presque même des écoles, hein. Vous savez très bien qu'il y a des endroits où c'est difficile d'accès et vous y êtes confrontés tous. Il faut vraiment que vous trouviez un allié, et il y a des directeurs qui sont très au fait de ces conventions et du coup qui vont tout de suite vous la donner, vous allez la signer, ça va bien se dérouler. Il y a des enseignants qui sont au courant. Il y a toujours une personne dans l'école qui va être au fait de ces interventions sur le temps scolaire dans l'établissement. Et puis, il y a des inspecteurs aussi qui peuvent aider, des inspecteurs de circonscription. Il y a des inspecteurs spécialisés. Et il y en a qui sont spécialisés autisme également, des conseillers pédagogiques, entre autres, qui peuvent vraiment vous aider s'il y avait un souci pour avoir accès à l'école. Les professionnels de l'éducation nationale ont une analyse des difficultés de l'enfant qui est souvent la même que la vôtre lorsque vous faites des bilans. Et donc, que ce soit au cabinet, à l'école ou à la maison, vous travaillez souvent justement à essayer d'améliorer les compétences sur ces domaines qui posent difficulté à l'enfant. Donc voici un témoignage de Morgane Le Galoudec, qui est orthophoniste à Paris. Concernant ce qu'on fait pour faciliter la scolarité des enfants, l'idée principale, je pense que c'est de mettre en place un moyen de communication si la parole est absente ou en tout cas pas assez efficace. Donc là, on parle des classeurs de communication avec pictogrammes, des tablettes avec des pictogrammes et des synthèses vocales, mais aussi les signes pour que l'enfant puisse s'exprimer en tout lieu avec toute personne. Donc le classeur doit accompagner l'enfant partout, en classe, en récré, à la cantine. Donc la communication, ce sera l'affaire de tous. On travaille en séance avec les parents qui pourront se faire le relais avec l'école à ce moment-là. Le travail va correspondre en fait à apprendre à l'enfant à demander, faire des commentaires, répondre à des questions en ce qui concerne ses besoins basiques, mais aussi tout ce qui est relié donc aux activités de son quotidien, donc éventuellement celles de l'école. Après, on a aussi la possibilité de créer et d'utiliser des tableaux de langage assisté, des TLA, pour les activités spécifiques, mais aussi pour les activités donc dans la cour, dans les jeux de société, en classe, les activités de coloriage, etc. Par exemple. Après, on pourra aussi mettre en place des systèmes visuels pour le travail de compréhension, la mise en place des séquences, des outils visuels pour comprendre les consignes. Voilà, je dirais aussi qu'on va développer et renforcer le pointage pour permettre de faire des choix, ce qui peut être aussi vraiment très important. Merci Morgane pour ce témoignage. Il y a aussi tout ce qui est sensoriel que constatent les enseignants, mais dont ils n'interprètent pas forcément la raison. Et qui sont aussi à travailler en séance avec le témoignage de Laetitia Barre, psychomotricienne à Paris. Des outils spécifiques permettent d'établir un profil sensoriel de l'enfant, tel que le profil de Dunn par exemple, et donc d'identifier certaines particularités de fonctionnement. Alors l'intérêt, c'est de transmettre les informations à l'équipe enseignante, aux encadrants, aux différents intervenants dans l'école, à la fois pour permettre une meilleure compréhension de certains comportements qui semblent inadaptés, surprenants parfois, ou qui entravent la stabilité au sein de la classe, l'intégration au sein du groupe d'élèves, et également évidemment d'aménager, de structurer l'environnement, ou de proposer des temps de répit sensoriel, par exemple. Dans tous les cas, cela permet vraiment de mieux comprendre l'enfant dans sa globalité, mieux comprendre ses besoins et essayer d'y répondre au mieux. Voilà, donc le travail d'évaluation en libéral, et puis après, l'idée de l'aménagement, par exemple, d'un point de repli sensoriel dans la classe, et puis pourquoi pas dans l'école. C'est souvent à partir de conseils de libéraux que les enseignants cheminent sur des adaptations et des aménagements qui vont servir à tous dans l'école. Alors bien sûr, les enseignants ont des formations sur l'autisme, surtout lorsqu'ils accueillent un élève, mais malheureusement, c'est plutôt la théorie et du coup, les enseignants ont du mal à faire le lien entre l'élève qu'ils ont devant eux et tout ce qu'ils apprennent en théorie. Il y a les professeurs ressources autisme qui peuvent passer dans leur classe sur leur demande. Voilà. Et donc là, c'est plus fonctionnel comme conseil, mais n'empêche que vous êtes les seuls à bien connaître l'enfant, à le voir régulièrement et donc à proposer des adaptations qui sont beaucoup plus pertinentes et qui vont être en lien avec
vos séances et avec ce que vous travaillez avec lui. Alors, par rapport aux relations que cet enfant a avec ses pairs, c'est aussi très important de pouvoir justement faire des séances au cabinet, à l'école et à la maison, de façon à pouvoir le voir en interaction sociale. Voici un témoignage de Céline, qui est psychologue. Tout d'abord, je propose des séances individuelles. Je peux aussi proposer des séances de groupe pour développer les habiletés sociales, donc qui sont des compétences sociales qui permettent d'interagir de manière adaptée avec ses pairs et qui vont permettre la meilleure inclusion scolaire possible. Je travaille autour de diverses thématiques en fonction du profil, de l'âge de chacun, qui se concentrent autour de la communication non verbale, de la compréhension et la gestion des émotions, de l'interprétation des situations sociales, la compréhension des codes sociaux, de l'implicite, et tout ce qui va être autour du développement de la capacité d'inférence et de la pragmatique du langage, la théorie de l'esprit, l'empathie par exemple. Je travaille aussi beaucoup sur la diversification des centres d'intérêt afin de développer le plus de jeux possible, que les enfants aient une valise en fait de jeux qu'ils puissent utiliser avec leur père, notamment par exemple dans la cour de récréation, et éviter les exclusions. Dans les TSA, les fonctions cognitives sont aussi peuvent être aussi altérées. Il y a donc un second niveau qui se situe au sein du milieu scolaire, où je viens observer directement l'enfant dans sa classe et rencontrer les équipes scolaires afin de transmettre les outils, les adaptations nécessaires au traitement de l'information de chaque enfant, aux AESH et à l'enseignant de la classe. Donc ce travail en séance auprès de l'enfant en libéral et au sein de son milieu scolaire est très complémentaire, et c'est vraiment la combinaison des deux pratiques qui facilite et favorise leur scolarité. Merci Céline. Alors, il y a aussi tout ce qui est motricité fine. Et puis, le fait d'être concentré en classe, ça peut être impactant pour un élève avec autisme, mais également un élève avec un TDAH, avec ou sans H. Mais c'est souvent l'hyperactivité qui gêne les enseignants. Et donc, nous entendons de nouveau Laetitia Barthes, psychomotricienne à Paris, qui nous témoigne de son travail avec ses petits patients. Alors la manière dont on va faciliter la scolarité de nos patients va découler du bilan psychomoteur qui a été réalisé en début de suivi et qui permet de mettre en évidence les fragilités, les difficultés de l'enfant. On observe dans ce qui touche à la scolarité un grand domaine qui est déjà de permettre à l'enfant d'être le plus disponible possible à l'enseignement qui est dispensé par l'enseignant et l'enseignante. Donc ça va comprendre la stabilité motrice, les capacités d'inhibition motrice donc, et l'attention, la concentration. Donc ça, ce sont des choses qu'on va travailler en séance par le biais de jeux, d'activités que l'on va faire avec l'enfant et qui vont permettre de renforcer cette compétence. Et puis, il y a aussi en grand domaine qui se rattache à la scolarité, la motricité fine et notamment les prérequis de l'écriture et puis effectivement ensuite l'écriture. Donc là, ce sont des choses qu'on va également travailler en séance de manière soit un petit peu éloignée dans l'utilisation du matériel avec différentes médiations, jeux, matériels, ou alors de manière un peu plus proche de ce qui se fait en classe avec des stylos, des crayons, des feutres, voilà. Dans tous les cas, en tout cas, l'objectif est de favoriser cette compétence qui est quand même un élément assez central de la scolarité. Merci Laetitia. Tout d'abord, je souhaitais vous faire prendre conscience du nombre d'interlocuteurs auxquels a affaire la famille, que ce soit au collège, à l'école, au lycée. Donc, il y a l'AESH, les enseignants ou le professeur principal ou plusieurs professeurs, l'enseignant référent, l'ERZ, tout ce qui est périscolaire, extrascolaire, le directeur ou le chef d'établissement, la psychologue scolaire, le médecin scolaire ou l'infirmière, voilà, et encore bien d'autres que j'ai dû oublier. Tout ça pour vous dire que tous ces interlocuteurs redemandent un peu les mêmes informations à la famille s'ils ont affaire à plusieurs d'entre eux. C'est très coûteux pour la famille de raconter, de réexpliquer, de donner des idées aux uns aux autres, de donner leurs attentes. Et souvent, il y a des professionnels de l'éducation nationale ont l'impression que la famille
ne se rend pas compte que l'enfant est au milieu de 30 autres, que on peut pas faire du cas par cas, qu'il y a des aménagements impossibles, etc. Et que ce sont un peu j'exagère, mais des caprices de parents. Voilà. Et du coup, c'est là que vous entrez en jeu, c'est-à-dire qu'un professionnel paramédical est un professionnel et que du coup, si c'est lui qui dit les choses, même la même chose que la famille, hein, sur des adaptations, sur des aménagements, ça va prendre une toute autre dimension. Ça devient un conseil entre professionnels et ce n'est plus un caprice entre guillemets de parents. Donc vous avez un rôle effectivement de médiateur et de professionnel qui s'adresse à un autre professionnel. Donc les réflexions des enseignants, hein, c'est souvent de cet ordre-là. Pourquoi il a un ordinateur et pas l'autre? Moi, je suis contre les renforçateurs, surtout alimentaires. Bah, il se moque de ses pairs, il est violent, il est insolent, donc il est mal élevé. Des conclusions hâtives, hein, par méconnaissance. Et puis cette idée qu'il serait mieux ailleurs, qu'il serait mieux en IME, qu'ils ne sont pas formés, qu'ils perturbent la classe et que donc ça les met en difficulté. Et que les parents ne leur font pas confiance. Cette idée que l'éducation nationale n'est pas encore un lieu inclusif, hein, et que l'enfant serait mieux ailleurs. Et ils en sont vraiment convaincus. Ils pensent sincèrement qu'en IME, il y a des enfants qui sont un pour un avec un éducateur, qu'ils ont psychomotricité, orthophoniste tous les jours. Voilà. C'est vraiment comme ça que les IME sont perçus par l'éducation nationale. Voilà. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et du coup, ils ne sont pas encore dans la démarche que les paramédicaux, surtout vous en libéral, vous pouviez venir aider à la scolarisation et que l'enfant, il est très bien à l'école, il faut juste tenir compte des adaptations et des aménagements et de sa personnalité. Vous en êtes conscient, mais il faudrait que tous les partenaires en soient conscients que le fait de travailler en complémentarité et en réseau entre l'école, la famille et les professionnels qui l'accompagnent, c'est vraiment ça qui fait qu'il y a une cohérence des actions et que l'élève va progresser plus vite que s'il y a un des acteurs qui ne fait pas partie de ce réseau. Alors voilà un premier outil que je vous propose, je l'ai appelé carte d'identité maternelle, carte d'identité élémentaire, il y en a aussi une carte d'identité collège, qui a d'ailleurs été rédigée par une maman pour sa fille au collège, qui est en exemple sur le site du CRAIF, toujours dans l'onglet outils d'aide à la scolarisation. Cette carte d'identité, en tant que professeur ressource, hein, quand je vais dans les écoles, je la donne aux enseignants en disant de la proposer aux familles. Lorsque j'ai des familles au CRAIF qui viennent, je leur dis que c'est vraiment un outil qui peut aider à la communication entre eux et l'école. Et souvent, les familles sont un peu démunies pour le remplir sur un peu le profil sensoriel de leur enfant, sur ce qui les gêne, sur leurs points forts, etc. Et donc, je les oriente vers vous en disant, mais si vous avez une orthophoniste, un psychomotricien, un éducateur en libéral, peu importe, un psychologue, vous pouvez demander à ces paramédicaux de vous aider à le remplir. L'idée, c'est de fournir un mode d'emploi de leur enfant qui soit ponctuel, bien sûr, c'est au moment où on le remplit, hein, donc il va falloir le remettre à jour au fur et à mesure. En tous les cas, un document qui n'excéderait pas une page recto verso maximum, et voilà, et qui servirait à l'enseignant, mais qui servirait aussi peut-être aux animateurs, qui servirait à tous les profs, en donner un exemplaire par professeur au collège. Voilà. En tous les cas, ça fait une base. Ça fait une base aussi peut-être à l'entretien qui est obligatoire depuis 2019 et qui ne se fait pas partout, par méconnaissance toujours, entre l'enseignant, l'AESH et la famille. Cet entretien de rentrée doit être fait entre septembre et octobre, avant les vacances de la Toussaint, et le moment où justement la famille va un peu dire comment est cet enfant, et du coup, peut-être c'est le support de cette carte d'identité peut aider. Vous pouvez la proposer aux familles comme premier document qui irait de la famille à l'école, mais pour lequel vous pouvez vraiment aider à la rédaction. Donc, voici les témoignages de Céline, Laetitia et Morgane par rapport à la collaboration avec l'école, de quelle manière cela peut se faire. Donc la plupart du temps, les premiers interlocuteurs sont les directeurs d'école parce qu'en tant que professionnel libéral, j'ai besoin d'une convention tripartite pour pouvoir légitimer
mes interventions au sein des classes, au sein de l'école. Ce qui me permettait ensuite de pouvoir rencontrer l'enseignant, l'AESHI ou mutualiser, qui sont au cœur vraiment du projet de la scolarisation de l'enfant. Donc lors de ces rencontres au sein de l'école, mes missions sont de répondre à toutes les questions, de transmettre en fait les informations clés nécessaires à la compréhension du fonctionnement des enfants, d'aider à l'adaptation au niveau des apprentissages, d'apporter des outils spécifiques comme la prévisibilité ou les outils pour faciliter la coopération. Alors, moi, j'ai pour habitude de proposer aux familles de transmettre mes coordonnées à l'enseignant ou à l'enseignante, afin qu'ils puissent me contacter, qu'on convienne d'un rendez-vous téléphonique, rendez-vous durant lequel on va aborder ce qui est fait en séance. Et moi, ça va me permettre de vérifier que les compétences observées, elles sont généralisées dans un contexte classe. Et ça permet à l'enseignant de me transmettre ses observations et que je puisse, moi, le cas échéant, travailler à renforcer certaines compétences qui bloquent un peu, qui entravent l'acquisition de certains apprentissages scolaires. On peut aussi mettre en place un cahier de liaison qui va suivre l'enfant et qui va permettre aux intervenants en libéral, donc ergothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, de noter ce qui est travaillé en séance, les objectifs, les difficultés, différentes observations. Et puis à l'enseignant de compléter également sur ce qui est observé ou nécessaire pour la scolarisation de l'enfant. Enfin, il m'arrive d'être en contact avec des directeurs, directrices d'établissements, mais c'est plus rare. Ça va être pour aborder des questions plus larges, des problématiques plus larges, soit du travail avec la famille, soit du comportement un peu plus global de l'enfant dans l'école en général, ou alors en vue d'une réunion pédagogique, donc vraiment uniquement au sein de l'établissement. Et enfin, le témoignage de Morgane. Alors, concernant le lien avec l'éducation nationale, le plus souvent, c'est avec les enseignants spécialisés, toujours avec l'accord des parents et même assez souvent sur demande des parents. Donc, je leur indique qu'ils peuvent donner mes coordonnées et que nous pourrons échanger en fonction du contact que fait l'enseignant avec moi. Et on se contacte ensuite par téléphone. Le plus souvent, on cale un rendez-vous pour échanger à propos de situations assez concrètes sur ce qui peut impacter en fait la communication au niveau du lieu scolaire, tout en respectant évidemment les données médicales puisque nous sommes soumises au secret professionnel. Donc parfois se met en place un cahier de liaison à l'initiative des professeurs, parfois d'autres professionnels. Ça permet d'avoir un aperçu régulier de ce que fait l'enfant et de faire le lien avec les autres professionnels, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les psychologues, les enseignants, etc. C'est souvent sur la supervision des parents. Se met en place aussi parfois un contact par mail pour que une équipe un peu plus élargie puisse communiquer. De temps en temps avec les AESH, mais c'est beaucoup plus difficile et plus rare. Voilà, globalement. Mais le lien se fait bien quand tout le monde a la motivation. Voilà, pour rebondir sur ce que dit Morgane par rapport aux AESH, là aussi c'est très personne dépendant et très département dépendant. Il est conseillé aux AESH de ne pas entrer en lien direct avec les familles pour les protéger, mais également pour protéger les familles des interventions trottoirs qui pourrait y avoir. Par exemple, des phrases comme « Oh là là, aujourd'hui, ça a été terrible, il a tapé 3 enfants », voilà. Des AESH qui peuvent faire des comptes rendus de journée sur demande des parents de cet ordre-là, voilà, et qui finalement est assez délétère et n'apporte pas grand-chose ni à la famille ni à l'enfant. Du coup, l'AESH a plus ou moins de contact avec la famille. C'est plus ou moins l'enseignant qui est à même de mettre les adaptations en place dans la classe. Quelquefois, c'est l'AESH qui fait beaucoup. Du coup, en fonction de la situation, vous pouvez avoir des interlocuteurs différents. Lorsqu'il y a un éducateur qui va à l'école, par exemple, une fois par semaine, du coup, c'est lui qui fait l'interface entre la famille, les paramédicaux et l'AESH, parce que souvent, il sert un petit peu de supervision à l'AESH. C'est lui qui va transmettre les outils et qui va les faire passer d'un endroit à l'autre tout au long de la journée de cet enfant. Pour résumer cette collaboration avec l'école, c'est souvent un cahier de liaison. Pourquoi pas le cahier de liaison de l'école ou un cahier de liaison qui serait en rapport aux prises en charge de l'enfant. Et puis, le fait que vous transmettiez vos coordonnées aux enseignants par le biais des familles, car effectivement, il faut que ce soit plutôt les enseignants qui vous sollicitent en se disant qu'ils ont besoin d'aide, plutôt que vous passiez du temps à essayer de contacter les enseignants pour leur donner des informations.
Encore une fois, bien sûr, c'est la famille qui coordonne un peu tout ça. Et du coup, si la famille a des difficultés pour coordonner, elle peut vous demander de l'aide pour faciliter les relations entre les partenaires de l'éducation nationale, elle, vous, et toutes les personnes qui interviennent autour de l'enfant.